Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Entre nous soit dit, avec aujourd'hui un invité au sionisme passionné, un citoyen engagé à l'analyse politique fine et pointue. Je suis ravie de recevoir sur notre plateau Monsieur Nathaniel Zerbib. Bonjour Nathaniel. Bonjour Galit. Comment vas-tu? Très bien. Alors, je suis ravie de te retrouver ici, sur le plateau de Tandem TV, pour que tu puisses faire part à nos téléspectateurs de ton analyse sur ce qui se passe en ce moment dans le paysage politique israélien. Alors, si tu permets, je prends quelques secondes pour te présenter. Avec plaisir. Donc, toi, Nathaniel, tu as fait ton alia juste après ton bac en 1997. Ça fait donc 25 ans que tu es en Israël. Tu es venu directement donc, dans une yeshiva à Kochav Yaakov, la yeshiva Techal Eliyahu, puis le parcours, j'ai envie de dire classique. Tu t'es engagé donc, dans Tsahal, dans le programme du Nahal, donc, qui comportait ensuite une année de Shlichut en France, que tu as faite donc, à l'école juive en enseignant dans une école juive de la région parisienne. Exactement. Et puis en dirigeant en parallèle le département éducatif du Bnei Akiva en France. Tout à fait. Puis, après ta shlichut, retour en Terre Sainte, où tu obtiens donc un diplôme d'ingénieur en 2005 au Machon Lev. Et en 2012, depuis 2012, tu réponds aux questions sur le site sheela.org. Alors, après 22 ans de Milouim, comme combattant de réserve, tu as suivi une formation et tu es devenu rabbin et officier dans l'armée. Voilà. C'est-à-dire Oui, en fait, comme tu l'as dit, j'ai le sionisme assez passionné et en fait, j'ai toujours voulu continuer à donner pour Israël, pour l'armée. Et après 22 ans d'armée de réserve où j'ai finalement terminé mon service obligatoire à l'âge de 40 ans. Donc tu n'étais pas obligé de continuer, c'était un choix. J'ai même reçu ce qu'on appelle la Teudat Shichrour, le certificat de libération, l'acquis. Et quelques mois après, j'avais ce pincement au cœur qui me disait « tu n'en as pas donné assez ». Et donc, j'avais entendu ce programme D'ailleurs, je ne savais pas que c'était un programme d'officier à la base, je croyais que c'était un programme de rabbin militaire, sans passer par un cours d'officier. Et donc, je me suis renseigné, j'ai appelé qu'il fallait appeler, et donc, je me suis engagé. C'était un cours, donc une formation de 6 semaines. En plus, c'était pendant vraiment le début du corona, donc c'était un peu compliqué. On a une partie du régiment qui a été contaminée, donc c'était très très spécial. Donc à Bad Echad dans le sud. Et oui, donc j'ai fini cette formation-là de rabbin et officier. Et depuis, je suis dans l'armée de réserve. Je sers entre 1 et 2 semaines par an, beaucoup moins que ce que je faisais quand j'étais combattant. Ouais. Mais disons que j'ai trouvé le bon équilibre entre maintenant la famille, le travail aussi. En tant qu'ingénieur, j'ai quand même assez de... tu es pris. Je suis assez pris, je suis assez occupé dans le travail et dans la famille. Donc du coup, c'est un bon équilibre pour continuer à donner à mon pays, à mon armée. Alors la famille, tu as 5 enfants, voilà. Tu vis à Ra'anana. Bon, ça c'est pour le côté personnel, mais je t'avoue que voilà, nous, ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est le côté politique. Et ton parcours en politique, c'est que tu as été membre et militant actif du Beit HaYehudi dès 2013, dès que Bennett finalement en a pris la direction, et que tu as rejoint le parti Zéhout de Moshe Feiglin 2 ans après, aussi vraiment à sa création. Tu étais un des 500 membres fondateurs du parti, et aujourd'hui tu n'es plus militant, enfin en tout cas adhérent à aucun parti, mais tu soutiens la Tzionut Hadatit. Exactement. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, je te pose cette question parce que bon, voilà, toute cette dernière année et toute l'histoire politique très très récente fait que ça me donne envie de savoir qu'est-ce qui à l'époque a fait que tu quittes Bennett et le Beit HaYehudi pour rejoindre Moshe Feiglin et Zéhout. Alors en fait, j'ai pas exactement quitté Bennett. J'ai plutôt adhéré au parti de Moshe Feiglin, un peu par hasard ou complètement par hasard, je veux dire, parce que en fait, les idées de Feiglin, jusqu'à aujourd'hui, j'y adhère à 80-90%. J'ai un cousin qui, lui, est né en France, mais qui est monté, qui a fait son allié à 1 an, donc il est complètement israélien, qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, Moshe Feiglin monte un parti, il y a une possibilité d'être dans les membres fondateurs de ce parti-là, viens, on voit, peut-être que dans 20-30 ans, on aura fait partie d'une révolution. Parce que Feiglin, c'est quand même quelqu'un avec des idées quelque part révolutionnaires, avec lesquelles, comme je vous le dis, j'adhère pratiquement complètement. Maintenant, ça m'a beaucoup étonné parce qu'en fait, ça m'a étonné de la part de Feiglin d'une part et de la part de mon cousin d'autre part,
Parce qu'en fait, Feiglin, c'était très, très bizarre par rapport à son parcours politique, dans lequel justement il prônait le fait de rentrer dans un grand parti, le parti du Ham Israël, le parti du peuple juif, donc le Likoud. Et tout d'un coup, il change d'optique politique et il veut créer un parti qui n'était pas une niche, qui se voulait aussi klal israélien, enfin, qui était ouvert à toutes les parties du peuple, mais qui était quand même pas le Likoud, un parti plus petit. Donc j'ai dit on va essayer. Et très très vite j'ai déchanté et justement parce que je me suis rendu compte en fait que cette stratégie-là elle n'allait pas aboutir, et bien que quelques années plus tard, genre en 2019 je pense, il était proche du Achouza Chassima, donc de la, je sais pas comment dire Achouza Chassima en français, du seuil d'éligibilité, voilà exactement. Ça faisait bien longtemps que j'étais plus tellement encore une fois j'adhère à ces idées, mais pas du tout à son processus politique, surtout à son changement. Et là du fait qu'il soit le fait qu'il soit retourné au Likoud ces derniers mois prouve à quel point il s'était trompé à ce niveau-là. Et en fait, pourquoi je lui dis que j'ai pas complètement quitté Bennett, parce que malgré le fait que j'avais donné une chance, on va dire, au parti de Zehut, aux élections, je votais encore Beit HaYehudi. Techniquement, parce que Zehut ne s'était pas présenté aux élections, et parce que j'étais quand même quelque part, oui, encore dans l'idée, et peut-être qu'on en parlera par la suite, que oui, Bennett pouvait amener quelque chose de nouveau, quelque chose de... Donc on a parlé de révolution, de révolutionnaire. J'ai aussi déchanté. On y a tous cru. Comme beaucoup d'autres. Mais moi, j'ai quand même cru, on en reparlera peut-être après, dès le premier jour, parce que... bon, on en reparlera plus tard, je pense. Très bien. Alors, en ce moment, même si tu n'en es pas membre, tu soutiens, tu as dit, la Tzionut Hadatit. Donc aujourd'hui, la Tzionut Hadatit, c'est une réunion, on va dire, de Smotrich et de Ben Gvir, qui ont chacun amené leurs éléments. Est-ce que toi, tu serais plutôt dans la Tzionut Hadatit, plutôt Smotrich ou plutôt Ben Gvir? C'est une excellente question, parce que si jusqu'il y a quelques mois, j'étais, je ne vais pas dire complètement Smotrich, mais j'étais plutôt Smotrich, en quelques mois qu'on appelle ça, de service, en tout cas, oui. De service à la Knesset de la part de Ben Gvir. Ben Gvir, dans l'opposition, c'est un des membres qui a été le plus actif cette dernière année. Qui a été le plus actif, qui a été fidèle à ses idées. Je ne sais pas que Smotrich ne l'a pas été, mais je veux dire, il a amené quelque chose de... Cette voix qu'il a amenée à la Knesset, une voix authentique qu'il a amenée à la Knesset, ça m'a vraiment conquis, non seulement par ce fait-là, mais en plus, par le fait que... il a été, comment dirais-je, toutes les critiques qu'il subit jusqu'à aujourd'hui par la gauche, évidemment, mais aussi par certains de droite, comme quoi il serait extrémiste, comme quoi il serait homophobe, comme quoi il serait anti-arabe, et ben, je pense que son discours est complètement authentique, complètement véritable, et quand on l'écoute parler et exprimer ses idées, je pense que, comme on dit en hébreu, Nikarim divrei emet, on sent qu'il parle vraiment du cœur. Et lorsqu'il dit qu'il n'est pas du tout homophobe, une fois on l'a interviewé on lui a posé la question, est-ce que si ton fils venait et qu'il te disait qu'il était homosexuel, est-ce que tu le rejetterais? Il dit, je ne le rejetterais pas du tout. Je lui dirais juste de ne pas faire de prosélytisme. Voilà, exactement. Donc, et ça, je pense qu'il l'a dit, et je le crois complètement. Au niveau des Arabes aussi, il a changé. Et bon, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais te demander. C'est-à-dire que lui, il a fait ce qui s'appelle un processus lui-même pour être un petit peu... il a mis de l'eau dans son vin, on va dire, et il a fait un cheminement qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, même s'il est toujours taxé d'extrémiste, ça me fait penser aux Le Pen, hein, même s'ils ont fait un vrai chemin, elle a fait un vrai chemin, Marine Le Pen, mais c'est une Le Pen. Lui, quoi qu'il arrive, il a cette image de kahaniste qui va lui coller au basque, à mon avis, pendant encore un moment. Mais toi, tu penses que son évolution est sincère? Ah oui, son évolution est complètement sincère. Et c'est même pas une évolution, je pense qu'il a juste mûri, quoi. Enfin, il lui ramène des discours qu'il faisait quand il avait 16, 17, 18 ans. Aujourd'hui, c'est un homme, un père de famille, un homme posé. Et je pense vraiment qu'il est posé. Et je pense on a tous des certitudes à 20 ans qu'on perd un petit peu à 40. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, je l'ai exprimé à haute voix, que si jamais l'union ne s'était pas faite, ben moi, j'aurais voté Ben Gvir. Tu serais allé sur Ben Gvir. Tout à fait. Alors, un des sujets que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui, c'est l'exclusion d'Amichai Chikli par la commission électorale
de la liste du Likoud. Donc, si tu veux bien, je recontextualise le sujet et puis après, tu nous diras ce que tu en penses. Donc, Amichai Shekli a été placé par Binyamin Netanyahou à la 14e place de la liste du Likoud pour les élections du 1er novembre. Et il n'a pour l'instant pas l'autorisation de se présenter puisque élu, je vous rappelle, Amichai Shekli a été élu donc aux élections députés, aux élections de novembre 2021 sur la liste Yamina de Bennett et Shaked. Et il avait refusé, on s'en souvient tous, de voter pour soutenir la coalition très hétéroclite formée par Bennett et Lapid. Et il n'avait par ailleurs ni démissionné de son poste de député, ni de la formation Yamina, estimant que lui était resté fidèle à l'idéologie et aux promesses du parti, contrairement à tous les membres qui avaient rejoint cette coalition avec, on s'en souvient, les Frères musulmans et des partis post-sionistes comme Meretz. En avril dernier, sentant le vent tourner et la popularité de Shekli grandir, Naftali Bennett décide de faire déclarer et reconnaître Shekli comme dissident du parti. Cette décision, entérinée par le comité de la Knesset, devait porter un coup aux aspirations politiques d'Amichai Shekli, puisque selon les règles du Parlement, le député sanctionné n'a pas l'autorisation, ne peut pas se présenter sur la liste d'un autre parti lors des prochaines élections. Amichai Shekli a refusé bien sûr cette décision, a porté donc le dossier face à un tribunal, au Beth Mishpat HaShalom à Jérusalem, et les 3 juges ont statué annulant la décision de reconnaître Amichai Shekli comme dissident sous la condition qu'il démissionne de son poste de député de la Knesset. Et par la même occasion, en acceptant cet accord et en signant cet accord avec le tribunal, Amichai Shekli se voyait donc échapper à la sanction de ne pas pouvoir se présenter sur la liste d'un autre parti. En juillet, conformément à l'injonction du tribunal, Amichai Shekli a donc démissionné de son poste de député et a hésité même quelque temps à former son propre parti. Puis Bibi lui a offert la 14e place sur la liste du Likoud. Et une fois les listes clôturées et déposées auprès de la commission électorale le 15 septembre dernier, eh bien Meretz décide de saisir la commission et de demander donc l'éviction d'Amichai Shekli sous prétexte qu'il avait été donc reconnu comme dissident par le comité de la Knesset. Éviction validée par le juge Amit, qui est donc président de la commission électorale, et qui a statué que Shekli continuait d'agir contre Yamina, même après avoir annoncé sa démission, et donc sa participation aux élections au sein d'une autre liste était contraire à la loi. Ça, c'est la décision du juge Amit. La conséquence de cette décision, une fois la fermeture des listes, les listes validées et clôturées, eh bien, c'est de priver Amichai Shekli d'une place de député dans la prochaine Knesset. Actuellement, donc Amichai Shekli a saisi la Cour suprême voilà, et à l'heure où on enregistre cette émission, on n'a toujours pas de décision par rapport à sa participation ou pas. Que penses-tu de cela? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui avait été prévu à l'avance de le faire une fois que les listes étaient clôturées, ou est-ce que tout d'un coup, ils ont comme ça pensé à priver Amichai Shekli d'être député? Alors, pour moi, l'affaire Shekli est très intéressante parce qu'elle montre qu'en politique, surtout israélienne, je connais surtout la politique israélienne, la politique ne paye pas. Je m'explique. Depuis que je suis en Israël et que je suis la politique, j'ai vu beaucoup de partis. Ça a commencé, le premier parti dont je me souviens, c'est certainement Tzomet, Miflegat HaMerkaz, le parti du centre. On a eu les Gimlaim, on a eu Kadima, Yamina dernièrement. On voit que les partis qui se forment, ce qu'on appelle ad hoc, avec le vent, on va dire, ne tiennent pas plus de 2-3 cadences maximum. Et en fait, moi c'est comme ça que j'analyse les choses, c'est qu'en fait le peuple en Israël, bien qu'il ne s'attend rien des politiciens, il sait ce qu'est un politicien,
Et bien qu'il, souvent, on parlait tout à l'heure de révolution, souvent il est attiré et il est séduit par un nouveau parti qui voudrait amener quelque chose de nouveau, très vite il déchante et il voit que finalement les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues, les promesses électorales n'ont pas été tenues, les promesses de changement n'ont pas non plus été tenues. Et on voit ici, on voit ce qui s'est passé avec le parti d'Yamina. On voit aujourd'hui que Bennett, qui était le chef de parti, n'est plus là. Shaked, et ce qu'il en reste, il n'en reste pas grand-chose. À mon avis, on en parlera peut-être par la suite, ou certainement par la suite. Oui, on va en parler. Ça n'ira pas plus loin. Et les autres. Et Chikli, c'est le seul qui a... Alors effectivement, il a été maintenant... sa candidature a été annulée, mais il a fait appel, on verra ce qu'adviendra l'appel. On voit qu'il a un soutien du peuple, il a un soutien aussi des politiciens, quelque part. Il a même un soutien d'une certaine partie de la Tikchoret, des médias, pas de tous, évidemment. Mais je pense que même si son appel ne marche pas, et même si, parce que j'ai vu il y a quelques jours, Netanyahou qui l'a amené dans son bibiba, dans son camion, et qui lui a promis, par monts et par vaux qu'il lui donnerait... Quoi qu'il arrive, il aurait un poste de ministre. Oui, de ministre. Bon, moi, je me méfie des promesses de Netanyahou, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est jeune et qu'il a un avenir politique. Même si ce n'est pas cette fois-ci, il reviendra, parce qu'encore une fois, je pense que le fait de garder ses idéaux, le fait de garder ses valeurs et le fait d'être honnête et fidèle à ses électeurs, c'est quelque chose qu'à la fin en politique paye. On l'a vu à travers les partis, à travers de nombreux politiciens qui ont, oui, quelque part gardé leurs idées et ont eu une longévité dans le monde de la politique. Ça, c'est pour la première chose. Pour ce qui est de l'exclusion elle-même, elle n'est pas étonnante. Chikli représente une certaine... Justement, du fait qu'il représente ces valeurs de droite authentiques, bon, il n'y a pas besoin d'expliquer en quoi les médias qui sont complètement... à gauche et le système juridique est complètement à gauche aussi, auront et auraient tout fait pour que cette candidature ne soit pas validée. Mais ça, justement, c'est quelque chose qui est inquiétant quand même. C'est quelque chose d'inquiétant, le fait de voir comme ça la démocratie foulée du pied, j'ai envie de dire, parce que finalement, Chikli, ça représente quoi aujourd'hui? On parlait tout à l'heure de la popularité grandissante de Ben Gvir par rapport à son action dans l'opposition toute cette année écoulée. Eh bien, Mikhail Chikli, c'est un petit peu la même chose. Il est arrivé à la Knesset, c'était sa première mandature, inconnu. Il a réussi à se faire sa place, à acquérir une certaine popularité qui, on le pense, peut apporter au Likoud peut-être 2 ou 3 mandats. Je ne suis pas sûr à 100%, parce que je pense qu'aujourd'hui, les 90% des électeurs du Likoud ne votent pas Likoud, votent Bibi Netanyahou. Même si on fait des sondages aujourd'hui et que le Likoud descend de 35, 33 à 23, ça ne veut pas dire que les 23 votent, aujourd'hui votent pour le Likoud. Aujourd'hui, les électeurs du Likoud votent pour Bibi Netanyahou. Donc je pense que la liste n'a pas beaucoup d'incidence, sûrement pas 3 ou 4 mandats. Un mandat peut-être maximum, et encore je pense pas. Donc oui, vous parlez c'est un risque pour la démocratie, mais encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'existe pas qu'en Israël. D'ailleurs, on pourrait parler de la politique française ou du système juridique français, c'est exactement la même chose, qui se déplace complètement à gauche. Et je pense qu'on en parlera aussi par la suite, c'est quelque chose justement qu'il va falloir corriger. Quelque chose dont on parle depuis des années, dont la droite parle depuis des années, mais le problème c'est qu'elle ne fait qu'en parler, elle n'agit pas. On en parlera par la suite, je ne suis pas très optimiste à ce niveau-là, mais... Alors justement par rapport à ça, je rebondis sur ce que tu dis. Tu dis que la droite, effectivement, elle a beaucoup parlé, mais jusqu'à maintenant, la droite, elle était élue, puis réélue, puis réélue, puis réélue. Là, la droite vient de passer 1 an dans l'opposition, une année difficile, une année où on a vu, en tout cas les gens de droite ont pu sentir la douleur et la frustration de voir les décisions qui étaient prises pour le pays pendant cette année. Et est-ce que là,
est-ce que ça n'a pas servi de leçon, ça? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le 1er novembre, si la droite arrive à former une coalition, tu ne penses pas qu'elle aura appris la leçon, qu'elle va agir? Et puis même Bibi, est-ce qu'il n'a pas, Bibi, ici, une carte à jouer, un de ses derniers, ou son dernier mandat de Premier ministre? J'ai souvent j'ai l'habitude de dire que Netanyahou, c'est un énorme gâchis politique. Cet homme a tout pour lui. Il a un charisme que très peu ont, enfin que personne n'a en Israël en tout cas, ces 30 dernières années, ou c'est peut-être ces 15 dernières années. Le problème, c'est que, en fait, quelque part, il est cohérent avec lui-même, cohérent avec ses idées. Il n'a jamais changé ses idées quelque part. Il n'a jamais fait sa propre petite révolte ou révolution au niveau de la droite, au niveau de sa politique de droite. Et pour le coup, sa politique a toujours été, je vais dire, linéaire, que ce soit sur le plan économique, où il est tout à fait de droite, libéral. Mais sur le plan géopolitique, on va dire, j'ai du mal à... D'ailleurs, on parlait du Beit Hayodi tout à l'heure, on parle d'un Sion Tadatit. On n'a pas parlé du Likoud, mais j'ai aussi l'habitude de dire que moi, dans l'optique de Feiglin dont on parlait tout à l'heure, que l'idéal, c'est d'adhérer, de supporter un parti qui est ouvert, un grand parti qui est ouvert à toutes les classes du peuple. Je ne peux pas voter Likoud à cause du fait que Netanyahou soit à sa tête. Maintenant, je ne suis pas anti-Bibi du tout, mais vraiment pas. Mais et pour répondre à votre question, donc, si Netanyahou est réélu et que le gouvernement de droite se forme, il fera, je pense, j'appelle ça du réalisme, peut-être que je suis pessimiste, mais je pense que rien ne changera. Je pense que rien ne changera parce qu'encore une fois, c'est pas qu'il n'est pas capable de changer, c'est qu'il ne veut pas changer à ce niveau-là. C'est sa politique, ce sont ses idées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'échiquier n'a pas bougé? C'est-à-dire que, ok, avec un certain pays dans un certain état. Aujourd'hui, au bout d'un an, on retrouve un autre pays dans un autre état. Oui, non, mais le constat est tel qu'il est, il n'y a aucun problème avec ça. On devrait apprendre de cette année qui a été plus que difficile. Si j'étais à la tête du pays, je pense que j'agirais différemment, mais je ne le suis pas. Et je pense que, non, encore une fois, que justement, de par son charisme tellement, et de par sa force de Koach Manigout, sa force de dirigeant qu'il est, et ses facultés politiques hors pair que Netanyahou, je pense il trouvera les moyens pour justement ne pas faire ces changements. Je ne sais pas si ne rien faire, mais faire des changements minimes, juste pour que les gens... Même au niveau juridique? Surtout au niveau juridique. Surtout au niveau juridique. Pour toi, il n'a aucun intérêt à ce que ça change? Non, ce n'est pas une question d'intérêt. Encore une fois, je pense que c'est son idée. Je pense que c'est sa vision des choses. Et encore... Il pense quoi? Il pense qu'il doit y avoir un pouvoir judiciaire aussi fort dans un pays démocratique. Je pense que c'est ça. Encore une fois, je ne fais qu'un constat. C'est vrai qu'il y a eu une année difficile, mais il était 12 ans continu au pouvoir, 3 ans par avant. Il avait le temps de le faire et il n'a rien fait pour. Bon, très bien. Alors, donc, Amichai Chikli, on attend la décision, on verra. Et puis, Ayelet Shaked, tu en parlais tout à l'heure. Ayelet Shaked qui a donc, elle, pareil, je contextualise, après on en parle. Alors, Ayelet Shaked, elle a fait une déclaration aujourd'hui ou hier, je crois que c'est ce matin, sur un plateau télé. Et elle a fait la déclaration suivante. Elle a dit « Je fais partie du bloc de droite, que Netanyahou le veuille ou non. Nous sommes son 61e mandat. Nous avons rompu nos promesses et pour cela, je me suis déjà excusée. Je suis le seul membre de la Knesset qui a essayé de former un gouvernement alternatif avec Netanyahou au lieu de 5e élections. » Alors, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? Est-ce qu'on peut faire confiance à Shaked? Alors, avant même de parler de la déclaration, avant même de parler de Ayelet Shaked, je voudrais revenir justement sur mon parcours politique. Le Beit Hayodi qui a été conquis par Bennett en 2013, c'était pour moi quelque chose de fantastique,
quelque chose que j'attendais depuis des années. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des années auparavant, un personnage qui a été Khader Knesset, qui a même été ministre, Efi Etam, qui était le chef du parti du Mafdal à l'époque. Et en fait, il faut comprendre que pour une grande partie de la population sioniste religieuse en Israël, la politique représente beaucoup plus qu'un champ dans lequel on traite des sujets économiques, sécuritaires, voire géopolitiques. On voit en la politique, quand je dis on, je me mets dedans aussi, en la politique israélienne évidemment, une possibilité de faire de l'État d'Israël quelque chose, un exemple pour les nations du monde, une lumière pour les nations du monde. Pas moins que ça. Et pour cela, on constate que ces 74 dernières années, depuis que l'État a été construit, le pays est dirigé par des gens, on va dire, qui n'ont pas encore de kippa sur la tête. Laïque. Voilà. Mais c'est même pas une question de ça. C'est une question plus d'idées profondes et d'idéologie. Et lorsque ce personnage Efi Etam est arrivé, et qui était aussi une promesse pour le sionisme religieux et pour le pays en général, qui est une promesse qui a aussi échoué, on a vu en le personnage de Bennett exactement le personnage qui pouvait remplir ce rôle pour la deuxième fois. Un personnage qui, encore une fois, qui avait une kippa sur la tête, mais c'est moins important, qui avait des idées de droite, des idées sionistes, qui avait les capacités, puisque en faisant son exit, on voyait qu'il avait des capacités de diriger donc une compagnie et donc peut-être un pays. Et donc c'était une énorme promesse. Donc c'est pour ça que moi, dès le premier jour, je me suis inscrit, j'ai milité, je me suis levé tard la nuit pour afficher des pancartes pour les élections, etc. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas abandonné ça au bout de 2 ans. Le jour où j'ai toujours cru, d'ailleurs, son parcours il est intéressant parce que il a commencé en tant que ministre de l'économie. Après, il a été ministre de l'éducation. Et en fait, c'est un parcours progressif. Il est jeune, il était jeune à l'époque, nouveau dans le paysage politique. Et en fait, c'est une évolution qui est complètement normale. Et cette évolution aurait dû continuer. Il se serait fait. Après ministre. Exactement, ministre de la sécurité, de la défense. De la défense. Peut-être même Sarah Haute-Sarr après, etc. Ouais. Et il se serait forgé sa place au fur et à mesure. Encore une fois, il est jeune, il n'y avait pas le feu. Oui, exactement, il n'y avait pas le feu. Et en fait, moi, je me suis un peu séparé. Enfin, je me suis séparé du parti au niveau des idées, en tout cas. Pas lorsqu'il a fait son malheur, Pas quand il a rejoint la voilà, PIF pour exactement, mais pas bien avant, mais quelques années avant, lorsqu'il a quitté le parti du Beit Hayoudi pour fonder Yamina. Et là, en fait, j'ai vu ça. Je me rappelle qu'à l'époque... Yamina Hadash, d'abord. Yamina Hadash, exactement. Yamina Hadash avec Ayelet Shaked. Tout à fait. Lorsqu'il a monté ce parti-là, je me rappelle, le soir même, j'ai publié un post qui disait « Suicide politique en direct ». Et je ne m'étais pas vraiment trompé parce que les élections d'après, il n'a pas passé le seuil d'éligibilité. C'est vrai. Et après, il a été repêché par miracle par les deuxièmes élections et la suite est connue. Voilà. Maintenant. Alors pour quelle raison pour toi c'était alors pourquoi? Parce que justement, non, c'était un suicide politique au niveau ça, c'était une analyse politique. Mais au niveau, pourquoi est-ce que moi j'ai consumé le divorce à ce niveau-là, à ce moment-là? C'est parce que justement, il a dans cette idée-là que le sionisme religieux doit être qui ne doit plus être un wagon, mais doit être la locomotive de l'État. En fait, il a justement abandonné la locomotive pour retourner vers un parti. En fait, il n'y avait pas de grande différence entre son parti là et qu'on appelle le Likoud Bet. C'était juste que c'était un peu plus petit. Mais en fait, donc voilà. Donc à ce niveau-là, à ce moment-là, j'ai compris que il n'avait pas exactement le même état d'esprit dans lequel nous on était. Maintenant. Si on revient c'est-à-dire, pas dans le même état d'esprit parce qu'il faisait ça pour des raisons d'ambition personnelle et il avait lâché l'ambition collective du pays, pour le pays? J'ai pas fait cette analyse-là sur le coup. J'ai juste constaté les faits. Mais 2 ans après, il se trouve qu'apparemment, c'était ce qui s'est passé et que finalement, son ambition, c'était d'être Premier ministre et tout le reste ne comptait pas. Quoi qu'il arrive, exactement. Il voulait sa ligne dans Wikipédia, ancien Premier ministre d'Israël, et il a eu ce qu'il voulait.
il a laissé pas mal de gens sur le bas-côté, voilà, sur le carreau en attendant, dont Ayelet Shaked. Donc, pour faire une transition. Donc, Ayelet Shaked, moi, vous me demandez si je lui faisais confiance. Non, je lui fais, la question, c'est pas une question si je lui fais confiance. Je lui fais pas confiance parce que, je vais vous dire pourquoi. Pas parce que je pense qu'elle n'est pas de droite et qu'elle n'est pas sincère quand elle dit qu'elle fait partie de droite. Je pense qu'elle est de droite. Bien sûr. Et y a pas, même Bennett, je pense qu'il est de droite, ça n'a rien changé. Lui, il avait ses ambitions personnelles et c'était ce qui était plus important. Elle, non. Elle certainement, mais elle, malheureusement, je pense qu'elle ne les concrétisera malheureusement jamais. Enfin, alors, Ayelet Shaked a dit, une fois que Naftali Bennett a démissionné de son poste de Premier ministre, il a annoncé qu'il arrêtait carrément et qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections. Et il a remis les clés du parti, Yamina, donc, à Ayelet Shaked, qui a bien compris, au vu des sondages successifs, que le parti ne passerait pas certainement le seuil d'éligibilité. Elle décide donc de s'allier, donc ça c'était au début de l'été, elle s'allie avec un autre transfuge, évincé de l'association entre Gideon Sa'ar et Benny Gantz, Yoaz Handel. Et là, ensemble, ils forment alors le parti Ruach HaTzionit. Donc la formation, pareil, ne décolle pas dans les sondages. Et ensemble, comme séparément, visiblement, ni l'un ni l'autre ne passaient donc ce seuil. Ils décident à nouveau donc de se séparer. Ça, c'était il y a quelques semaines à peine. Et Ayelet Shaked, désespérée donc de ne pas retrouver son fauteuil de député ou de ministre de l'Intérieur, va trouver ce qu'il reste. Elle va à la rencontre de ce qu'il reste de son parti d'origine, donc le Bayit HaYehudi, et leur propose de former donc une liste commune dont elle serait la chef et la tête de liste. Et voilà Ayelet Shaked, donc, à la tête de ce squelette de ce qu'il restait du Bayit HaYehudi, avec un Yom Tov Kalfon en numéro 5, pas éligible, apparemment, voilà, sur cette liste. Donc, pour toi, aucune chance de passer le seuil d'éligibilité, même là, le Bayit HaYehudi avec... écoutez, je ne suis pas prophète, mais je pense que vu les chiffres du moment, il n'y a pas tellement de chances qu'elle passe. Mais même si elle passait maintenant, hypothétiquement, est-ce qu'on devrait, premièrement, la soutenir pour qu'elle passe le seuil d'éligibilité, pour qu'elle puisse... comme elle le dit, apporter 61, 62, 63 mandats pour Netanyahu. Je pense que on a le processus que Bennett et Shaked ont passé. Je pense que, pragmatisme mis à part, on se doit absolument de montrer que ce n'est pas rentable au niveau politique. Parce que si jamais, et Bennett l'a déjà vécu sur lui-même, mais si jamais finalement elle passait le seuil d'éligibilité, elle serait peut-être même ministre dans le gouvernement de Netanyahou, ça voudrait dire que finalement le prochain qui voudrait faire une chose pareille, il pourrait le faire sans trop de problèmes, puisque finalement il ne serait pas puni au niveau politique, évidemment. Donc je pense qu'on ne doit pas soutenir ça. Et d'autre part, si elle, effectivement, est élue et arrive à avoir ses 4 mandats, ça sera le personnage politique le plus puissant dans les pourparlers. Ça sera le Mansour Abbas de 2022, exactement. Ouais. Donc c'est très dangereux, parce qu'à mon avis, elle n'a aucun scrupule. Et donc là, ça coûtera très cher, que ce soit à Netanyahou ou à l'autre côté, parce que là, elle ne fera pas du tout de... Elle ne fera pas de anachot, de cadeau, voilà, exactement, à aucun des partis. Donc, du coup, je pense que vaut mieux pour nous et pour le gouvernement futur, qu'il soit de droite ou de gauche, que Ayelet Shaked ne passe pas. Écoutez, on va voir effectivement. Tu vois, c'était ma question. J'avais écrit quelles conséquences dans un cas comme dans l'autre, voilà. Si elle passe pas. Merci d'y avoir répondu et d'avoir anticipé. Et enfin, un des sujets que je te propose maintenant, c'est cette initiative de Yesh Atid et de Yair Lapid, donc bien sûr, puisque Yair Lapid c'est Yesh Atid, de faire fermer la chaîne 14. Alors c'est un petit peu plus sournois que ça, que faire fermer le... Donc
Yair Lapid et Yesh Atid ont déposé une requête auprès de la commission électorale afin de faire reconnaître la chaîne de télé, la 14, comme organe actif dans les élections. Autrement dit, un organe de propagande pro-Likoud. Donc la chaîne 14 est une chaîne privée financée par un homme d'affaires, un milliardaire qui s'appelle Yitzhak Mirishvili, qui a créé ce média clairement pour venir contrebalancer la ligne électorale du paysage audiovisuel israélien. Alors l'argument que présente Yesh Atid à la commission électorale, c'est que le Likoud serait en violation de la loi de financement des partis, car le budget de la chaîne 14 devrait être considéré comme un don au parti du Likoud, puisque la chaîne devrait être considérée comme un organe de propagande appartenant au Likoud à part entière. Donc, est-ce que pour toi, c'est une procédure qui est juste acceptable intellectuellement, et est-ce qu'elle a une chance d'aboutir? Alors d'abord, en 1981, j'avais 1 an et demi à l'époque, mais mon père m'en a parlé. Donc Jean-Pierre Elkabbach, c'est celui qui présentait les résultats des élections de la présidentielle en 81. Mitterrand. La présidentielle où Mitterrand a été élu. Et mon père de me dire qu'on voyait la tête de Tisha B'Av, comme on dit chez nous, que Elkabbach faisait lorsqu'il annonçait les résultats des élections. Et le lendemain, enfin c'est une façon de parler, mais quelques semaines après, il était renvoyé de la chaîne dans laquelle il travaillait. Parce que Mitterrand était venu gouverner et mettre ses pions dans les corps médiatiques du pays. Donc, je pense que, quelque part, Yair Lapid donne une leçon à la droite et à la politique en général, que lorsque le pouvoir est entre tes mains, tu dois faire en sorte de t'en faire quelque chose pour pouvoir gouverner et mettre ta politique en application. Après avoir dit ça, quand on parle de Haroutz, de la chaîne 14, et lorsque Yair Lapid dit que c'est une chaîne de propagande pro-Netanyahou ou pro-droite de manière générale, je pense que quelque part il a raison. Alors il a raison que c'est une chaîne de droite, un organe de propagande pro-Netanyahou. C'est de la sémantique, okay. C'est de la sémantique, mais c'est un organe de droite qui se veut de droite et qui clairement invite aussi des gens de tous bords, enfin de tous bords, accepte aussi des gens de gauche, mais évidemment la plupart des intervenants et la plupart des émissions sont clairement dirigées vers la droite, mais la différence, enfin le problème de ça, c'est que les autres corps médiatiques sont aussi des corps de propagande. La seule différence entre les deux, c'est que la chaîne 11, 12, 13 ne le déclare pas, alors que la chaîne 14 le déclare explicitement. C'est la différence. Donc, lorsque je dis qu'il faut gouverner, c'est vrai, mais cette hypocrisie qu'a Yair Lapid, de manière générale, les médias de gauche, qui dit que la gauche, finalement, a tous les droits et la droite n'en a aucun, c'est ça le problème, en fait, quelque part. Maintenant, est-ce que... Donc, quelle était la question, en fait? Non, la question, c'était, est-ce qu'il y a une chance que ça aboutisse et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur la démocratie si ça aboutit? S'il y a une chance qu'elle aboutisse, j'en ai aucune idée. Je ne suis pas spécialiste juridique ou médiatique. Mais quelle est la conséquence? La conséquence est grave parce que on a parlé de la chaîne 11, 12, 13, Galei Tzahal, Cannes, etc. Enfin, bref, 95% des médias en Israël sont clairement orientés vers la gauche. Et le peu de médias dont le peuple tire profit, dispose oui, pour avoir un autre son de cloche. Exactement, sont rares. Donc effectivement, ce serait grave. Maintenant, je pense que il y aura toujours. Je pense pas que ça arrive. Enfin, vous m'avez demandé. Je pense que ça arrivera. Ce sera difficilement
ostensible par rapport à ce que Yair Lapid demande, parce que c'est quelque chose de assez compliqué. Mais même si ça arrive, je pense que la droite saura rebondir, elle l'a toujours fait. Mais encore une fois, dans cette mesure minime qui est qu'on a 1, 2, 3, une dizaine maximum de corps médiatiques dirigés vers la droite, qui sont malheureusement minimes, mais qui ont quand même une influence assez majeure. Si on parle de Galé Israël ou de la chaîne 14, Galé Israël a une audience qui, d'après les chiffres, qui dépasse les audiences des chaînes de radio comme Galé Tzahal, etc. Donc, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'après après la 14, pourquoi pas s'attaquer à Galé Israël, puisque c'est aussi une presse plutôt à droite, mais plus largement, est-ce que cela doit nous alerter sur ce que sera la manière de gouverner si jamais Yair Lapid est élu? Ah oui, tout à fait, mais je pense qu'on l'a vu déjà, c'est de l'année passée. L'année passée et les quelques semaines ou quelques mois depuis que la Knesset a été dissoute et que le gouvernement est un gouvernement quelque part non seulement le gouvernement lui-même, mais le chef de gouvernement, le Premier ministre lui-même, est un Premier ministre de Mahavar, intermédiaire. Oui. De transition. Ouais, de transition, et la façon avec laquelle la facilité avec laquelle il a en parlé, enfin, vous l'avez parlé en off, je crois, de l'accord avec le Liban, de prendre des mesures géopolitiques d'une importance capitale. On voit ce que ce sera lorsqu'il aura, j'espère que ça n'arrivera pas, mais lorsqu'il aura la légitimité électorale de le faire en tant que Premier ministre élu. Alors, si la droite parvient à former une coalition, qu'elle soit étroite, qu'elle soit large, en tout cas si elle arrive à former une coalition qui soit de droite uniquement, quelles devraient être, d'après toi, ses premières actions, ces 100 premiers jours? Parce que là, par exemple, on voit Yair Lapid, pendant les 100 jours quasiment, où il va être Premier ministre jusqu'aux élections. Il y a eu 4 mois, il y a eu un peu plus de 100 jours. On a vu tout ce qu'il a eu le temps de faire. Depuis qu'il a été élu, il a fait une guerre éclair à Gaza avec le Hamas qui n'a pas levé le petit doigt. Il a demandé aux États-Unis de lui organiser très très vite un accord à signer avec le Liban pour que lui aussi il ait son accord entre guillemets d'Abraham, qu'il ait mis son grain de sel. Donc lui, il demande là maintenant la fermeture des médias de droite. Ce que je veux dire, c'est qu'en 100 jours, il en a fait des choses pour prouver à son électorat qu'il est capable de gouverner. Donc toi, qu'est-ce que tu penses qu'un gouvernement de droite devrait faire très vite dans les 100 premiers jours quand on a encore comme ça, on est encore dans l'effervescence de la victoire? Alors, premièrement, encore une fois, je ne suis pas prophète, mais vu les chiffres, malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de coalition forte. Non, il n'y aura pas de acha, je perds les mots en français. Pardon. On arrivera encore à un match nul aux prochaines élections. Tu penses qu'il n'y aura pas de coalition? Je pense que la droite n'arrivera pas à avoir 61 mandats. Et donc il y aura pas, le jeu continuera. Donc 6e élection dans quelques mois. Mais disons hypothétiquement que ça arrive. D'accord. Si les partis de droite, le Gush Hayamin, arrivent à avoir 61 mandats, comme je l'ai dit auparavant, le chef de gouvernement sera certainement Benyamin Netanyahou. Et à ce niveau-là aussi, je ne suis pas très optimiste pour qu'il fasse des choses. Maintenant, qu'est-ce que moi je ferais? Il y a quelques mois, Smotrich a eu un discours à la Knesset dans lequel il remerciait le gouvernement actuel. De quoi le remerciait-il? Il le remerciait de leur avoir montré, et on en a parlé, comment un gouvernement doit gouverner. Que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau du système judiciaire, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau géopolitique, etc. Donc, effectivement, il faut déjà, dans les 100 premiers jours, il faudrait, faire appliquer la réforme, non, parce que ça ne se fait pas en 100 jours, mais commencer à mettre en place une réforme au niveau du système juridique, qui est très très important, qui prendrait des années. À mon avis, c'est quelque chose qui prendrait des années, c'est pas quelque chose qui se fera même non pas en 100 jours, pas en quelques mois, mais peut-être même pas en une cadence entière, mais il faudra le faire absolument. D'autre part, comme on en a parlé tout à l'heure des médias,
s'occuper des médias, ne pas fermer les médias parce qu'on est, nous les gens de droite, sommes des démocrates affirmés et à moins voilà, des partis arabes pro-terrorisme, etc., on n'est pas pour fermer les bouches, on est là pour le dialogue est ouvert et on doit parler de tout, on doit accepter tout le monde, comme la chaîne 14 le fait, reçoit chaque soir autour de la table des patriotes. Là. Il y a toujours quelqu'un de gauche qui parle et il le respecte. Bon, bref. Quelque chose de très important aussi, c'est prendre des mesures sérieuses et concrètes pour améliorer la sécurité interne, la sécurité personnelle des habitants du pays. On parle de Ben Gvir comme étant le ministre de la Sécurité intérieure, Alvaï, comme on dit en hébreu. Mais là aussi, j'ai du mal à croire que Netanyahou le mette à ce poste-là si important et si influent et si tendu. Donc voilà, pour moi, c'est les trois choses qu'il faut commencer à mettre en application, à mettre en marche tout de suite. Et il y a d'autres choses encore dont on pourrait parler. Alors, politique fiction. Toi, tu es persuadé qu'on va arriver à une situation de blocage à nouveau où ni la droite ni la gauche va être en mesure de former une coalition de 61 députés. Est-ce que tu penses possible que si jamais Netanyahou n'est pas en mesure de former une coalition, ils disent « je me retire du jeu » pour pouvoir attirer le nombre de députés qu'il manque, peut-être de chez Gantz et Sahar, peut-être d'ailleurs? J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, mais par contre, la question à laquelle je pourrais... Oui, enfin, la remarque que je pourrais faire, c'est que, et ça c'est assez intéressant que presque personne n'en parle, c'est que tous ces partis-là, tous ces politiciens-là, qui sont Gideon Sa'ar, Gantz, Lapid, etc., je dis, je suis ni pro-Bibi ni anti-Bibi, mais le fait d'accuser Netanyahou de la situation, pour moi, c'est une blague. La situation telle qu'elle est, c'est d'abord à cause de Lieberman, Sa'ar, même Bennett, d'une certaine façon, qui n'ont justement... La situation actuelle, elle est à 100% à cause de Bennett, quand même. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le fait même on parlait de démocratie, le fait même que Netanyahou ait le double pratiquement de mandat que le parti qui vient après et d'avoir l'insolence de demander à Netanyahou, demander au Likoud, vous savez, il demande aux gens du Likoud d'évincer Netanyahou, mais c'est quelque chose d'antidémocratique possible. Et même au niveau des gens qui le supportent comme étant Premier ministre, même s'il ne vote pas Likoud, il a plus de 60%, 70% de gens qui pensent qu'il est le mieux placé pour être Premier ministre. Ouais. Donc le fait de demander son éviction, c'est quelque chose d'illogique et de complètement antidémocratique. Donc je ne sais pas s'il le fera. Oui, dire que ce serait peut-être une possibilité. C'est marrant parce que dans le livre que je n'ai pas lu, mais le livre de l'autobiographie de Netanyahou, il raconte que, justement, on parlait d'élections de... Non, on n'a pas parlé, mais je l'avais noté, mais j'en ai pas parlé. Au niveau d'élections de 2006, lorsque le Likoud a été complètement subi une cinglante défaite par rapport à Kadima et est arrivé qu'à 11 ou 12 mandats. Sa femme, Sarah Netanyahou, lui a dit... lui dit à sa femme Sarah, peut-être qu'on devrait quitter la politique pour revenir à notre vie. Et Sarah lui rétorque, mais c'est ça notre vie. Exactement. Donc j'ai du mal à croire qu'il parte de son plein gré, mais l'histoire nous le dira. Bon, eh bien écoute, merci Nathaniel de tous ces éclairages, de tes analyses. Merci d'avoir accepté mon invitation. On aurait pu parler encore de beaucoup de choses de cet accord. Tu en as dit un mot tout à l'heure avec le Liban ou avec le Hezbollah. C'est à voir. On verra ça aussi où ça nous mène. En tout cas, au moment où on enregistre cette émission, veille de Kippour, on n'a encore rien là-dessus. Que te souhaiter pour cette nouvelle année? Plein de belles choses pour toi, pour tes proches, pour tout le Ham Israël. Machatima Tova. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis
pour ce nouvel Entre nous soit dit avec un nouvel invité. Puis on vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures sur Tandem TV. Merci.